Alors, lançons-nous, je vais faire le monsieur loyal et le... Non, non, je vais remettre vers toi après, je fais juste le lancement, puis je te rends l'ordinateur. Bonjour tout le monde, et dans la salle et en ligne. Merci d'être là pour cette séance du séminaire de la SPSG. On va avoir le plaisir aujourd'hui d'entendre et de discuter un texte d'Yvon Péqueux sur la modélisation. L'invitation avait fait partie des évidences quand on avait préparé le programme avec Laurent Magne, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais il était complètement bloqué malheureusement. À la fois parce qu'avec Laurent, on a connu Yvon par ses travaux d'abord, et entre autres par un bouquin qui s'appelle Organisation, modèle et représentation. Donc le sujet du modèle et de la modélisation faisait partie des travaux de Divon qu'on connaissait depuis longtemps, et parce que la relation directe entre la SPSG et Yvon est présente depuis la naissance, puisqu'on avait lancé avec Erwan Lamy un séminaire d'épistémologie qui préfigurait de la SPSG au CNAM sous l'égide d'Yvon. Donc relation historique, structurante et intellectuellement, conceptuellement pertinente. Comme à chaque fois, l'idée c'est de laisser Yvon présenter son texte. Alors en général, on est sur une quasi-lecture, puisque 1500 mots, et Yvon a accepté l'exercice à 174 mots près. Voilà, pour ceux qui le connaissent savent que faire tenir tout un bouquin en 1674 mots est une épreuve. Et il s'est prêté, donc je pense qu'on va être sur une quasi-lecture du texte que je discuterai après, mais l'idée est vraiment d'ouvrir à la salle réelle comme virtuelle les discussions après. Donc le temps d'ajuster l'ordinateur, puisqu'on est dans la salle, je remets devant Yvon et je lui donne la parole. Je l'ai imprimé, mais c'est pas. Voilà. Hop, c'est à toi. Voilà, je vais y arriver. Donc, merci infiniment à nos amis, puisque alors Johan a toujours l'élégance de partager et il vient de le dire à sans doute le petit noyau, Erwan, Laurent et toi. Vous avez construit ce projet d'un dictionnaire, donc c'est une idée importante, hein. Donc on en parlait à bâton rompu tout à l'heure. C'est suivi dans le monde de la gestion francophone par les minoritaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'ils sont négligeables. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le thème qui m'a été proposé, c'est modélisation, c'est pas modèle. Donc ça, c'est la remarque amont que, évidemment, je ne vais pas faire, puisque le jeu, c'était modélisation, c'est pas modèle. Hein, et on terminait le repas puisqu'on déjeunait ensemble. Le 1er avril, au CNAM, on fait une journée d'études sur l'organisation criminelle. Et donc, toujours dans la même veine de la modélisation, je vais faire une intervention. Il n'y a pas que moi qui vais en faire, hein, mais je vais faire une intervention à propos du modèle d'une organisation criminelle dans les sciences de gestion, entre métaphore, puisqu'on y va revenir, et réalité mis entre guillemets. Donc ça n'étonnera personne que je mette réalité entre guillemets. Modélisation, alors sur les 1500 mots, à quelque chose près, hein, il y avait un cahier des charges, donc j'ai essayé d'y répondre. Donc, premier élément du cahier des charges, j'y viens immédiatement. L'argumentation de cet article repose sur la difficulté ressentie de parler d'un objet que je mets entre guillemets, comme l'organisation, sans référence à la modélisation, caractérisée par trois aspects. Donc, évidemment, on est obligé de définir, hein, c'est un article de dictionnaire. Son fondement théorique, sa capacité explicative et sa capacité prédictive. Elle ouvre la modélisation, hein, elle ouvre la question de la théorisation par référence aux concepts qui servent de médiateur entre les faits et le modèle produit. Hein. La modélisation, pas le modèle. Hein. Alors, quelques références. Donc là, évidemment, j'ai choisi des références sur un atelier dans lequel
Jean-Michel Beignet et Corinne Hénaudot, philosophes contemporains, s'étaient exprimés sur la question de la représentation. Comme le souligne Beignet, la question de la représentation inhérente à la modélisation est une des plus vieilles questions de la philosophie. Elle recoupe le thème de la liaison entre factualité et vérité. Donc, modélisation, c'est ce lien entre factualité et vérité, c'est-à-dire la question de la conformité des idées avec les choses. Prise de position au départ de définition de ce qu'est cette modélisation qui va structurer le contenu. La modélisation comporte des constantes, la reproduction du réel par rapport à un point de vue et sa prétention à la vérité par la bonne, entre guillemets, imitation. Selon les termes de Beignet, la représentation obtenue n'est qu'un idéal asymptotique, la force. Il n'a pas géré de la même manière que moi, ça y est, c'est bon. La force de la modélisation est qu'il s'agit d'un projet de cohérence. Donc, toujours les idées clés qui explicitent cette notion de modélisation. Hénaudot, qui est l'autre philosophe que j'ai cité, situe la modélisation au regard de la conviction, donc convaincre, vaincre passivement, associé au regard de la conviction, associant volonté de conduire en faisant émerger du stable. Donc la modélisation conduit à un modèle, et la modélisation est ce processus d'émergence du stable. La modélisation institue le représenté et le fait exister au point de pouvoir le remplacer, jouant avec la conviction comme mode d'anéantissement du doute et de l'incertitude. J'ai un modèle issu d'une modélisation, il n'y a plus de doute, puisque c'est le modèle qui compte. Il n'y a plus de doute, puisque c'est le modèle qui compte. C'est là que se situe, aux yeux d'Hénaudot, le paradoxe de la modélisation, qui à la fois identifie et se confronte à la plasticité des situations. Alors, toujours dans la quête d'une référence, donc j'ai pris la référence de Borges, dans son livre qui est intitulé Fiction, en particulier dans la nouvelle. Alors, il a toujours des intitulés de nouvelles qui lui sont propres. Quand il est question de l'abondance des... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, la fiction avec la fiction, il est question de l'abondance des objets idéaux convoqués et dissous en un moment, et donc d'une efficacité narrative, avec un étirement entre un narrateur incertain et un chroniqueur véridique. Donc, je peux me qualifier comme tel, dans ce livre, le premier que j'avais fait sur cette question organisation, modèle et représentation. J'étais un narrateur incertain et je suis devenu un chroniqueur véridique. Pour le dire, c'est pour ça que cette référence était importante à mes yeux. Ce qui conduit ici à rapprocher sciences de gestion et science-fiction, les deux ayant en commun un technocentrisme fondant la vision conduisant au modèle. Je suis prêt à céder sur le fait qu'il n'y a pas que du technocentrisme dans la science-fiction, mais je dirais je fais l'hypothèse de la dimension technoscientifique ou technocentrique majeure de la science-fiction, en particulier à partir de Jules Verne. Parce qu'avant, c'était plutôt des utopies, plus que des science-fiction. La modélisation se fonde également au regard de trois logiques, toujours mélangées entre celle de la représentation scientifique, qui met l'accent sur le consensus de la communauté, qui lui sert de référence, celle de la représentation médiatique, qui se fonde au regard de l'émotion. Donc en enseignant ce que nous enseignons en sciences de gestion, on est porteur de cette émotion-là, de cette représentation-là, et celle de l'opinion publique, qui se fonde au regard de l'idéologie dominante. Le premier aspect de la modélisation est la réduction par simplification, et le second en est l'aspect normatif. Elle construit un modèle par isolation des situations concrètes. Donc je citais mon histoire d'un modèle de l'organisation criminelle, dont j'isole des éléments. Par isolation des situations concrètes, il est donc possible de modéliser à l'infini, et c'est le processus de justification qui vient limiter la production de modèles, en user les uns, en susciter d'autres. Donc je
peux faire référence au livre que j'avais écrit sur les deux moments d'une organisation, enfin, d'un modèle ingénierique avec une organisation taylorienne et une organisation post-taylorienne. Dans modèle post-taylorien, il y a l'idée qu'on a usé les catégories qui conduisaient au modèle taylorien. Il est donc essentiel de s'interroger sur les conditions de production des modèles et de savoir pourquoi certains d'entre eux émergent à un moment donné, alors que d'autres disparaissent, dans la mesure où le modèle, une fois posé, possède une dimension performative d'autoréalisation. Ça, c'est l'autre caractéristique de la modélisation qui débouche sur une narration performative, qui crée les éléments de réalité qui vont dans le sens de... À l'instar de Sfez, alors autre référence, il est possible de parler de construction d'un personnage conceptuel, production discursive en synchronisation avec un territoire et une époque, tenant sa substance de la répétition. C'était, pour avoir un témoignage direct, son livre sur les réseaux, alors qu'en fait, il n'avait jamais mis, si je suis un peu expéditif, il s'était jamais intéressé à Internet. Donc, il avait la force conceptuelle de pouvoir travailler ainsi par rapport à quelque chose qui, au concret, était en train de se développer. La schématisation, donc réduction, qui lui est inhérente, conduit à un modèle possédant un aspect étiquetage, son côté démonstratif, et un aspect conceptuel, car reliant un idéal type théorique et un idéal type pratique. C'est une autre manière de parler de la performativité. Avec la modélisation, il est question de construire une focalisation sur des compétences distinctives, à la fois typiques, donc ayant vocation à être acceptées de façon plus générale, et spécifiques, puisqu'on va coter des éléments de réalité allant dans le sens du modèle que l'on construit, donc processus de modélisation. Elle est de nature ahistorique, même si elle débouche sur le jeu de vieilles et de nouvelles formes organisationnelles, permettant ainsi d'établir des chronologies sans hypothèse historique. Ça, c'est un des éléments importants que nous faisons en sciences de gestion. On établit des chronologies sans hypothèse historique. Une fois le modèle établi, la référence associée se fait par oubli de son processus de formation. Donc, on oublie toujours, d'où l'intérêt de l'article demandé, on oublie toujours la modélisation. On retient que le modèle. L'institutionnalisation du modèle débouche sur la croyance en sa légitimité, croyance venant confondre les processus d'isomorphisme et d'allomorphisme. L'isomorphisme argumente sur les origines de l'homogénéité constatée des formes en réduisant la question des explications possibles. C'est à cela que répondent DiMaggio et Powell en identifiant 3 processus d'isomorphisme pour expliquer la conformité organisationnelle. Donc le public que vous êtes, je vais les citer. Je ne fais pas de leçon au public que vous êtes, mais l'objectif d'un dictionnaire est d'avoir un public plus large que le public que vous êtes. Donc, pardonnez-moi. Le processus mimétique, qui se caractérise par l'adoption de modèles d'organisation identiques au nom de l'expérience et de la croyance en le bien fondé de leur forme. Le processus coercitif au regard de la pression hétéronome des autres institutions et autres organisations du champ social. Et le processus normatif, où la norme acceptée sert de critère pour établir une base cognitive légitime. L'allomorphisme, qu'on code beaucoup moins souvent, relève de pression externe, donc de logique de contingence, mais il est le plus souvent occulté par l'isomorphisme. Donc, on est dans un univers, dans un champ de savoir qui survalorise l'isomorphisme par rapport à l'allomorphisme. Il faut alors souligner le projet téléologique de la modélisation au regard d'un but et d'un progrès supposé. Donc ça, c'est un des traits idéologiques des sciences de gestion. On ne peut aller que vers de l'amélioration. Mais je l'ai dit de cette manière-là, puisque on est sur un travail intellectuel, d'article, de dictionnaire sur la modélisation. Donc, on n'est pas sur un débat, pour le dire, pour expliquer pourquoi je l'ai écrit comme ça. Pour leur part, alors évidemment, j'ai parlé d'autres auteurs qui ont mis en avant des modèles. Boyer et Fresnay rappellent l'existence de 4 logiques de modélisation en sciences sociales. Avant les modèles qu'ils mettent sur la table, ils parlent des logiques. Un idéal à atteindre, la stylisation d'un ensemble de traits réellement existants, la construction d'enchaînements logiques à partir de comportements supposés fondamentaux des acteurs et une réponse cohérente aux problèmes nés des évolutions antérieures.
Modéliser, c'est construire une représentation, mais cette construction est toujours liée à celle qui existe déjà. Donc ça, si je le dis différemment, mais je préfère le dire comme ça, puisque c'est un article de dictionnaire, c'est pour éviter les ruptures, puisque nous sommes très généreux en termes de rupture et bien pire de disruption, qui est une autre rhétorique. Mais donc, il n'y a pas en sciences sociales, dans les modèles et surtout dans le processus de modélisation, il n'y a pas de rupture comme ça. De plus, l'aspect performatif des modèles organisationnels donne l'impression de savoir et de maîtriser, comme l'indique Morisseau, qui a été invité ou qui va l'être, je ne me souviens plus, qui va l'être. Hein. Dans ce cas, la modélisation se positionne-t-elle en fonction du réel ou en fonction de l'illusion produite? Et donc, je le cite, le double peut dès lors prendre la place du réel, lui étant isomorphe, il court même plus vite que lui, il peut l'anticiper, d'où certes son utilité. Mais s'il est alors utile pour l'action, le modèle nous montre-t-il le réel? Modéliser, c'est prendre le réel au filet d'une unique logique, un filet qui laisse passer ces imprévisibles riens, cette création qui est toute actualisation. Donc, c'est une autre manière de parler de réduction. On choisit, évidemment, ce choix, puisque j'ai parlé de justification, vous avez d'autres catégories de justification, en particulier dans notre domaine, celles qui sont liées à la communauté qui est la nôtre. Actuel, donc autre auteur, propose 4 critères venant fonder un modèle organisationnel, une vision, donc même s'il parle des critères, en fait, il est dans la modélisation, une vision qui dépasse la dimension des techniques de gestion, un dépassement des spécificités sectorielles, l'existence d'institutions permettant la formulation et la diffusion du modèle, écoles, chercheurs, groupes de professionnels, etc. Des concrétisations exemplaires, les icônes, Elon Musk et Starlink. Ajoutons l'idée que le modèle focalise l'attention à un moment donné, créant ainsi l'illusion de ne pas pouvoir voir autre chose. Ça masque. Soulignons aussi l'existence de logiques venant fonder les dynamiques de la modélisation, la logique du pari, où se trouve la projection qui va relier modèle et représentation. C'est ce que j'ai fait avec ce projet de modèle de l'organisation criminelle. La logique du rôle, qui réunit ceux qui participent à la construction des modèles autour d'une règle du jeu commune, la journée qu'on fait le 1er avril sur les organisations criminelles, à la fois acceptée et émergente, le processus de modélisation pouvant être alors conçu comme la construction d'une histoire où chacun incarne un personnage ou le support de l'imaginaire, la logique de l'habileté qui fait appel à la dextérité des modélisateurs dans leur capacité à convaincre pour faire communauté de regards. C'est ce que je me suis permis de faire dans ce projet d'un modèle de l'organisation criminelle. La modélisation pose la question de ses dimensions politiques au regard de la constitution des savoirs propres à l'organisation, au regard d'une perspective qui reste souvent d'apparence technicienne, leur inscription sociale tendant à leur donner les caractéristiques d'une raison organisationnelle, comme raison pratique, raison pure, raison d'État, donc R majuscule. En d'autres termes, au-delà d'une conception fonctionnaliste de l'organisation, perspective dominante constitutive du mainstream, où c'est son usage routinier qui prévaut, les fonctions de l'organisation, il existe aussi une conception substantialiste qui va faire de tels éléments, la relation par exemple, un facteur de jeunesse de l'organisation par exemple, comme pour la relation avec les parties prenantes, donc relation, pas partie prenante, puisqu'on est dans modélisation, une conception essentialiste qui va faire d'une essence, que j'ai mis entre guillemets, la dualité domination-soumission de la relation humaine par exemple, ou encore la référence à des valeurs, un modèle de compréhension de l'organisation. La modélisation réunit ces ingrédients. Au-delà du modèle, la modélisation conduit à la conception d'idéotypes. L'idéotype, la parenté entre l'idéal type et le modèle apparaît dans les constructions théoriques qualifiées d'idéalisation. Comme pour le modèle, les conditions d'application de l'idéal type ne sont jamais réunies dans la réalité empiriquement observable. Lorsque la modélisation comporte un schéma d'interaction entre variables jugées pertinentes, elle constitue un modèle générateur, conduisant Boudon à affirmer que le modèle engendre des théories.
Selon Weber, le recours à l'idéal type est d'ordre méthodologique, sans que l'on puisse savoir à l'avance si cette élaboration sera féconde ou pas. Ce n'est qu'après avoir effectué le rapprochement de la réalité, toujours entre guillemets pour réalité, que l'on pourra juger de son efficacité démonstrative, une typologie étant constituée par un ensemble d'idéotypes. L'importance accordée au comportement observé prévaut dans les modélisations des sciences de gestion, par l'articulation opérée entre l'évidence de hiérarchie et de contingence, à partir de la conception d'un agent organisationnel conditionné et conditionnable. L'égoïsme généralement associé au motif d'action y devient l'intérêt, la motivation, la tension vers l'efficience et la performance. Les propositions de changement étant justifiées par la survie, son behaviorisme repose sur une psychologie de la réaction conditionnée par des techniques de contrôle. Ça, c'est, entre guillemets, je le dis entre guillemets avec une forme... Ça, c'est un exemple. Mais bon, j'en fais exprès de le dire comme ça, puisque l'enjeu est l'enjeu d'un dictionnaire. Euh, trouver un exemple, est-ce que je vais prendre Facebook ou alors, restant dans l'enjeu de la modélisation, est-ce que je le fais comme ça? C'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça. Enfin, la modélisation pose ici la question de ce qu'elle n'indique pas, car la construction d'une représentation communicable par le modèle permet d'ignorer les faits qui lui résistent. Et c'est à ce titre qu'il est possible, à la limite, de parler de pensée magique de nature incantatoire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, au lieu de lire sèchement, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avançais tel ou tel paragraphe. Hein, je rappelle la difficulté que vous, alors vous trois, m'avez posée, c'est de parler de modélisation et pas de modèle. Et donc, j'ai dû résister. J'ai dû résister sur modèle et représentation pour rester sur le plan de la modélisation. Les ouais. Collègues, voilà. Alors, pour faciliter les échanges, je vais faire une série de questions de relance. Et je vais commencer par celle qu'on m'a envoyée Laurent, pour ne pas l'invisibiliser malgré son absence, qui aurait voulu ta vision sur la question du business model, c'est-à-dire le modèle d'affaires dans sa version dynamique, parce que finalement le modèle d'affaires est en émergence et en négociation. Est-ce que ça relève de la modélisation telle que tu l'abordes ici, ou est-ce que c'est juste une expression un peu rhétorique qui n'a rien à voir avec de la modélisation? Alors, la réponse est entre les deux. J'y ai pensé, je n'ai pas voulu le prendre. C'est pour ça que quand j'ai expliqué, vous savez, ce que je vous dis, ça c'est un exemple. J'ai hésité entre la façon dont j'ai formulé l'exemple, donc à la fin du texte, et le prendre au travers de la notion de business model. Pourquoi? Parce que j'allais être collé par les auteurs de référence du business model, Osterwalder, hein, et donc je ne voulais pas induire de la part de lecteurs potentiels de ce dictionnaire, je ne voulais pas induire l'usage d'exemples qui allait bloquer la pensée, puisque tout le monde, entre guillemets, parle de business model aujourd'hui, qui est justement représentatif du processus de modélisation que j'essayais de définir. Donc, c'est ça la réponse. Je n'ai rien contre. Si jamais vous me forcez, je fais. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle j'y ai pensé, mais je n'ai pas voulu. D'accord. Et après, deux choses que tu as cité, le texte de Jean-Luc Morisseau, oui. Qui avait fait pour l'ouvrage de la SPSG un titre qui est assez joli, qui s'appelait Tout contre la représentation, oui. en justement regardant la tension d'à la fois rejeter la représentation et devoir aller se mettre contre elle. Là, à deux reprises au moins dans le texte, la modélisation est une simplification ou une réduction, tour à tour. Est-ce que c'est une nécessité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller contre? Est-ce que c'est forcément asymptotique? Est-ce qu'il y a un intérêt à aller contre cette asymptote, à affiner le modèle ou la modélisation, ou est-ce que c'est peine perdue? Alors,
l'expression importante, je l'ai dit dès le début, en reprenant Michel Beignet, c'est un idéal asymptotique. Donc, si c'est un idéal asymptotique, la question n'est pas celle de sa sophistication. La question est celle de sa réception. Donc, alors, dans le jeu du publish or perish, on peut publier dans la logique de la sophistication, mais ce n'était pas du tout le projet qui était celui que je voulais mettre dans modélisation. Donc ça, on peut l'expliciter. Oui, parce que dans le publish or perish, en tout cas dans certaines revues et avec certaines approches, on a parfois le sentiment que ajouter une corrélation supplémentaire entre deux variables qui n'avaient pas été pleinement identifiées avant fait partie pourrait aller dans le sens de cet idéal asymptotique de progresser doucement vers l'horizon. Est-ce que c'est du non-sens? C'est-à-dire, est-ce que d'affiner le nombre de variables et le nombre de coefficients de corrélation permet d'avancer sur cette mise en cohérence des idées et des choses? Ou est-ce que, épistémologiquement, ce projet-là est problématique? Alors, ma position, ce qui ne vous étonnera pas, ma position, c'est que c'est problématique. Par contre, si dans la construction d'une carrière, qui est autre chose, mais qui en même temps est liée, dans la construction d'une carrière, cet enjeu est présent dans les publications relatives à la construction d'une carrière, et donc à ce titre, si c'est épistémologiquement inutile, c'est professionnellement utile. Voilà la réponse. Alors, j'ai choisi Jean-Luc, l'autre collègue auquel j'ai pensé, mais sur 1500 mots, je ne l'ai pas cité, ça aurait été Rémi, qui, lui, fait une analyse des évolutions de littérature en mettant en avant la notion de pli. Mais ça me semblait moins cohérent de travailler sur cette notion de pli pour montrer qu'il n'y a pas de rupture. Parce que ça allait, à mes yeux, induire un excursus. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas saisi le travail sur ce qu'indique souvent, voire toujours, sans doute Rémi, quand il fait un séminaire de méthodologie d'examen de la littérature, de repérer les plis de cette littérature. Je l'ai fait à un moment très rapidement, mais ce n'est pas dans le texte, puisque sur les 1500 mots, je ne voulais pas déborder, quand j'ai parlé de modèle de l'organisation taylorienne et modèle post-taylorien. Donc il y a un pli, il n'y a pas de rupture. Et d'ailleurs, il y a un tas de textes qui disent le management algorithmique, Taylor, OST, dissociation entre le concepteur et l'opérateur, on ne peut pas faire pire. On fait même bien pire, sans doute, que dans les écrits d'origine. C'est l'autre projet d'autres collègues, principalement Cédric Poivret, sur l'histoire de la pensée managériale. Attention, ce n'est pas l'histoire de la pensée organisationnelle ou des pensées inhérentes aux sciences des organisations, c'est histoire de la pensée managériale, principalement à partir de ce qui s'est passé en France. Alors, sur certaines disciplines, puisque je travaille avec lui et un autre auteur, Luc Marco, sur l'introduction de ce cahier qui sera dans un des numéros de la FNEJ. Luc Marco s'étonnait qu'il y ait un tas de documents de comptabilité et pas en management. Et j'ai dit, c'est normal, la comptabilité est la seule profession du champ qui est le nôtre. C'est une profession au sens plein du terme. Alors que gestionnaire des ressources humaines, ce n'est pas une profession. Donc, vous voyez ce que je n'ai pas voulu mettre, puisque j'ai compris l'enjeu. D'ailleurs, je l'ai mis dès le début. J'ai compris l'enjeu comme un article sur la modélisation. Je n'ai pas du tout voulu aborder la dimension diachronique de la modélisation. Sur 1500 mots, j'ai mis l'accent sur modélisation, pas sur enjeu de la modélisation. Juste pour dire, Rémi, c'est Rémi Jardin. C'est Rémi Jardin, pardon. Qui est intervenu dans ce séminaire bon, d'accord. il y a 2 séances. Ouais, qui avait présenté son ouvrage. Il y a Erwan qui a la main levée virtuellement.
Ouais. Oui, j'avais en t'écoutant, merci beaucoup pour cette présentation, c'est super intéressant. En t'écoutant, il m'est venu l'idée d'une sorte de paradoxe qui voudrait que la modélisation, effectivement, s'épuise ou disparaisse en s'accomplissant, puisque tu envisages ce processus de modélisation comme l'indéfinie complexification du modèle, si je veux dire, qui du temps vers effectivement une proximité de plus en plus grande par rapport à la réalité, tu mets les guillemets que tu veux autour de réalité, jusqu'à donc se perdre, puisque lorsque la modélisation, le modèle se confond avec la réalité, il n'y a plus de modèle. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe-là? Alors, je vais dire, la première idée dans les remarques qui sont faites, que je vais retenir, c'est il va falloir que j'introduise subtilement, donc en supprimant autre chose, la modélisation, pas par sophistication, mais par idéal asymptotique. Ça, c'est le deuxième élément qu'il va falloir que j'introduise. J'y ai un peu pensé, mais je n'ai pas voulu le faire à cause de paradoxe. Parce que paradoxe m'envoyait sur la nécessité de justifier paradoxe. Donc, si, entre guillemets, je vais te le dire comme ça, ou je vais le dire aux opérateurs du dictionnaire, si vous le voulez, je vais le mettre. Mais ne venez pas me chahuter sur paradoxe parce que, ou alors peut-être, faut-il un article sur paradoxe? Laurent serait là, il te dit que justement le dictionnaire va avoir une structure un petit peu voilà, hypertextuelle. Et donc, c'est l'intérêt de pouvoir mentionner une entrée qui renverra à une autre entrée. C'est un petit peu le principe, ça va marcher comme ça. Exactement. Et on a paradoxe. C'est toute l'idée, c'est construire l'intertextualité. J'ai donc cédé. Voilà, tu peux mettre paradoxe. Je peux mettre paradoxe sans être obligé de me justifier. Et tu es le bienvenu pour écrire dans tes paradoxes par la suite. Parce que Laurent serait là, il ferait à la fois la justification et le recrutement. C'est-à-dire, oui, on peut, et d'ailleurs... oui, je vois. Et d'ailleurs, tu vas. Très bien. L'ordinateur, rapidement. Remercier Yvon Ce fut un plaisir, mais son amitié et de sa contribution. C'est vrai. Merci Yvon. La prochaine séance était le mardi 7 janvier avec Erwan, notre cher président, qui présentera sur la question qui le préoccupe depuis quelque temps et de plus en plus, des vertus épistémiques. Donc le mardi 7 janvier. Exactement, voilà. On va vertueusement discuter des vertus à l'occasion d'un séminaire vertueux. Tout ça est très moral. Je vais virer moraliste.